François Bon, atelier d'écriture. On est parti dans un cycle, ça sera la 4e proposition, sous l'emblème d'un mot récent, qui pourrait être considéré comme un néologisme, mais pas forcément joli, éco-poétique. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Après, la semaine dernière, Jean-Christophe Bailly, le dépaysement, et combien il nous a dépaysés. Et encore, on n'a pris qu'un texte là sur les 30, expérience, paysage, exploration, et réflexion, même pas besoin, c'est de s'immerger soi. Mais on va partir maintenant dans des textes qui se revendiquent directement de cette démarche et qui nous proposent des livres, justement, dont on ne sait pas bien comment les prendre encore. Sauf, justement, que nous-mêmes, on est attrapés dans ce même mouvement. Et c'est là où, pour moi, ça compte. Et ce livre est paru là au printemps 2024. Il est toujours resté là. Et justement, je crois que c'est à cause de ce genre de présence que se décide. Il faut y aller voir. Il faut y aller voir comment, timidement, à tâtons, mais par le droit de ne pas le faire. Alors, il s'agit de Claire Dutray. C'est chez Actes Sud, un livre qui s'intitule « Vivre en arsenic » et dont le sous-titre c'est « Éco-poétique d'une vallée empoisonnée ». Donc le terme éco-poétique, là, ça revendique. Alors, qui est Claire Dutray ? Pour moi, difficile de ne pas l'associer à un autre arpenteur de ces mêmes zones, Mathieu Duperex, tout simplement parce que je les ai connus en même temps. À l'époque, ils animaient, le site existe toujours, il est extrêmement vivant. Ordinateur, nous y voilà, un site qui s'appelle Urbain, trop urbain, directement inspiré de Nietzsche. Et ce sous-titre, à l'époque, pratiquer la ville. Ça aussi, pour moi, ça ne cesse pas de me travailler. En quoi la ville pouvait... c'est aussi là-dessus que s'est fait la rencontre dans nos travaux. C'était ça, nos ateliers étaient 2018, construire une ville avec des mots. Et cette logique qui fait que maintenant, c'est plus la ville en tant que telle, mais c'est directement la planète. Et justement, quels espaces, quels trajets, quelle réalité ça définit. Alors, urbain, trop urbain, art et pratique du paysage. Il suffit de suivre là les titres et les bannières qui défilent. Habiter la terre, penser le trouble, la manufacture d'idées. Croire aux fauves ou écrire en zone de métamorphose. Alors, ce sont des explorations, il suffit que vous alliez sur le site et vous verrez comme... c'est à la fois neuf et c'est à la fois dérangeant. Ce que les sols ont à nous dire, ça remonte à 2020. Il y a encore échange avec Mathieu Duperex. Et une de leurs réalisations qui, pour moi, avait été très importante, justement, ce moment-là de la bascule où on s'est un peu éloigné de la question de la ville comme centrale, comme elle pouvait l'être chez Walter Benjamin. Et je pense que des gens comme Bruno Latour y ont profondément contribué. Périphérique intérieur, une équipe, là, multidisciplinaire, un peu comme la boucle autour de Londres, s'embarque sur le périphérique intérieur de Toulouse. Oui, mais tout ce qu'on voit, tout ce qui reste, tous les signes, puis les appareils de mesure, et puis etc., c'est un truc... pour moi, quelque chose qui reste comme une balise. Alors Mathieu Duperex, il y a déjà 3-4 ans, a publié un livre qui s'appelle « Voyage en sol incertain ». De quoi il s'agissait ? Travailler sur la complexité du delta du Rhône, puis aussi les boues rouges de Gardanne, et puis tous ces écosystèmes de la terre et de l'eau. Comment tu veux comprendre ça ? Eh bien, il est parti en Louisiane, dans le delta du Mississippi. Voilà un livre qui superpose les deux approches, les deux réalités, et puis tout d'un coup, cette diffraction même nous donne à voir quoi ? Eh bien nous-mêmes. Récemment, c'était La rivière et le bulldozer. On travaille là aussi dans le genre carnet. Mais aujourd'hui, il s'agit de vivre en arsenic. Les données. La vallée de l'Orbieu,
ceux qui connaissent le banquet du livre de La Grasse, d'ailleurs, elle le croise à ce moment-là. C'est-à-dire que des intellectuels puissent venir là, et puis finalement, cette réalité-là, quelques kilomètres. Moi aussi, j'ai participé au banquet de La Grasse. Moi aussi, je savais qu'un peu plus haut, il y avait la mine d'or. Mais on n'est pas allé à la rencontre, là. C'est pas parce qu'on nous le cachait, pas parce qu'on nous l'interdisait. D'ailleurs, Jean-Michel Mariou, le fondateur du Festival de la Grasse, a aussi publié un livre sur ces questions de la mine d'or, mais une partie plus côté fiction. Est-ce qu'ils font un lien personnel quand on part dans une histoire comme ça ? Ben, a priori, on part tout simplement faire un repérage en voiture pour une exposition où il y aura des photos, du film. Ils sont 4 dans la voiture. Et puis là, tout d'un coup, commencent à venir ces sortes de passerelles. D'abord, ce qu'on vous montre de la voiture, ben, c'est beau, c'est les Corbières. Un des paysages les plus magnifiques de France. Là où il y a les châteaux cathares, c'est une jolie vallée, l'Orbieu. Et puis des souvenirs d'enfance. Oui, les étés, c'est là qu'on venait en vacances. D'ailleurs, c'est toute une approche là aussi, parce que le politique va se reglisser. Chez qui on allait, c'était les parents, et c'était à l'époque encore des communautés, des établis dans les usines. Et pourtant, justement, ces questions-là, et la plus grande mine d'or de France, et ces questions de menaces, d'écologie, non, ça n'appartenait pas aux politiques. Déjà un biais. Et elle, ça va passer par, les fraises. Cueillir des fraises, on va faire un atelier d'écriture là-dessus. Oui, mais tout d'un coup, c'est se souvenir qu'à un moment donné, on a interdit aux gens ici d'arroser leurs légumes avec l'eau, puisque l'eau était polluée invisiblement par cet arsenic. Mais elle, le souvenir des fraises là dans les vacances autrefois, et comment joyeusement on consommait ces fruits, ces légumes pendant toutes les vacances, là ça commence à tout d'un coup on va avoir cette espèce de frontière et frontière va signifier terrain d'écriture, puisque c'est le langage et lui seul qui est en position d'explorer cette frontière chaque fois qu'elle arrive. L'arsenic, ça vous dit quelque chose? L'arsenic, ouais, dans Agatha Christie, il y en a des arsenics autant que de vieilles dentelles. Mais en littérature, on a la description clinique d'un décès à l'arsenic. Ça s'appelle Madame Bovary. Oh, c'est pas les zones de Madame Bovary. Là, la toute fin et les marques de l'arsenic dont on aime trop à se souvenir, voire même relire. Oui, mais il suffit que tu ouvres ça, et qu'est-ce qui va te revenir? Cancer, arsenic, etc. Bien, elle, ça va être le rapport à la mort de la mère, de sa propre mère. Et c'est ça qui rend ce livre, pour moi, aussi typique de plein d'autres qui s'écrivent. Oui, il faut faire une bibliographie. Non, c'est pas ça la question. C'est que ce concept d'expérience, c'est pas de l'autofiction, c'est pas de l'autobiographie, c'est pas raconter sa vie ou dire « Ah, moi je sais ce que c'est ». Non. C'est une réalité qui, justement, parce qu'elle est complexe, et dans son expression politique, tout est à construire. Dans le rapport que ça induit pour nous aux questions des symboles. Et l'or, quel vieux symbole! Et c'était la plus grande mine d'or de France. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrête la mine? Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2004, il y a moins de 20 ans. Et que ces montagnes d'arsenic, on en parle là, l'arsenic ça sert à laver, et puis à sortir, à dégager l'or du mot filon. Ça fait des terrils ou des crassiers, selon les mots qui peuvent être employés dans les vieilles zones du charbon, comme dans le Nord, là, Lille, Roubaix, ou bien à Saint-Étienne. Non, c'est devenu les Corbières. Mais par contre, des souvenirs reviennent que on balayait par terre pour empêcher cette poussière. Donc, et c'est ça, pour moi, qui définit la qualité de ce livre. Le livre devient le dépôt d'une enquête. Et dans la forme même,
Alors il y a une espèce de pictogramme qui vient là, je ne sais pas d'où il vient, peut-être c'est expliqué, et j'ai loupé le passage, mais systématiquement, oui, regardez, 2 lignes et demie, 6 lignes, 4 lignes, 2 lignes et une dérive. Et si on continue, tiens, je prends d'autres pages, 2 mots, un rêve arrive. Et puis voilà, le rêve qui vient. Donc le fragment sert à générer la poussée du livre. Ça marche en avant. Dans les pages consacrées plus particulièrement à l'enquête, 5 lignes, 3 lignes, 8 lignes, 10 lignes, 4 lignes, 8 lignes, 6 lignes, 3 lignes. On ne rassemble pas. On avance parce qu'on attrape un point, et une fois qu'il est attrapé, lui, il nous a déplacés. Donc, parce qu'on l'a attrapé, là, littéralement, avec le geste, pour énoncer le suivant, ailleurs, nous-mêmes, on aura su se tirer vers un peu plus de réalité. Mais cette réalité, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le visible, puisque la mine a été arrêtée il y a 20 ans. Alors, évidemment, il y a les gens, et les traversées, là, ce qu'on va faire avec les portraits, et ça, encore, les portraits deviennent des diffractions. C'est-à-dire, il y a ce qu'ils racontent, il y a comment est leur visage, il y a les objets qu'il y a dans la cuisine, ou bien leur propre jardin. Alors ça, c'est le livre de Claire Dutray. Et moi, je vous ai préparé un tout petit ensemble, un A4 recto verso, comme à l'habitude. Et dans ce recto verso, j'ai privilégié quoi? Justement, cette marche par le fragment et cette exploration du paysage, alors même qu'il n'y a rien à voir. Elle est témoin à charge de quelque chose qui concerne gravement notre histoire nationale, symbolique, qui concerne une réalité évidemment aussi douloureuse que peuvent être les Tchernobyl, tout ça, il y a des morts. Mais chacun d'entre nous, sans se faire témoin à charge, c'est pas ça le problème. C'est pas de crier ou de dire ce qui... comme c'est pas bien, tout ça. Non, c'est le mot témoin qui va compter. Mais le mot témoin, récemment, je passais à Rouen, en descendant le fleuve là, sur la berge sud. Et il y a cet endroit là où il y avait une usine Céveso, il y avait un énorme incendie. Il y a quoi à voir? Pour moi, ma réponse, peut-être là, à ces fragments de Claire Dutray, ça aurait été, là, simplement, Rouen, retrouver le chemin qui, dans ces zones portuaires, près des grues, permet de suivre la berge vers l'aval du côté sud, et puis qu'à un moment, on va approcher, là, ce truc où, pendant quelques secondes, nous apparaîtra, en plus il pleuvait tellement qu'il n'était pas question de descendre de la bagnole, ce terrain brûlé. Est-ce que j'aurais d'autres exemples? Ou même là, plus près? Chaque fois que je vais me promener vers chez Rabelais, je passe à côté de la centrale nucléaire de Chinon. Et Chinon, on devait la démonter parce qu'elle a plus de 50 ans. Donc on voyait les parkings qui se vidaient peu à peu depuis quelques années. Et il était question d'en faire un modèle de dépollution, un modèle de démontage écologique. Et puis est venue l'Ukraine, est venue la reprise du charbon en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, il y a encore de nouveau 10 000 personnes qui sont là, parce qu'il faut bien prolonger la vieille centrale. Et traverser le pont, qu'est-ce qu'on voit? Le panache de fumée, on le voit de partout, de chez Rabelais. Peut-être que simplement, là, moi, ma réponse à ces fragments de Claire, ce serait une suite de description de ce panache de fumée blanc. Là, la Loire, elle est pleine d'eau depuis pas mal de mois, il a flotté tout le temps. Oui, mais il y a un an, la Loire était extrêmement basse. Beaucoup trop basse pour continuer de la refroidir, la centrale. Peut-être que ce serait juste ça. Quand tu passes, et tu vois le niveau de l'eau. C'est là-dessus que je voudrais qu'on travaille. C'est-à-dire, je remets en avant mes précautions. On avance petit à petit. On a commencé là, avec
déjà Gaël Obiegli, Sans valeur, avec Annie Dillard sur le silence. On est parti avec Jean-Christophe Bailly encore sur une autre piste. Là, on arrive à des livres enquête. Qu'est-ce que ça veut dire enquête? Enquête, c'est l'enquête d'Hérodote. Enquête, c'est la fonction même de celui qui parle et dont la curiosité l'emmène à la rencontre de réalités qui ne sont pas la sienne, en même temps qu'elles sont expériences parce qu'on fait le voyage, qu'on se rend là où on peut témoigner de ce dont on parle. Ça veut dire que la contrainte, c'est-à-dire la Claire Dutray va sans cesse s'exprimer sur son langage, sur son travail avec ou par ou dans le langage. Et de quoi et sur quoi, de quoi parle ce langage? Dans quel terrain on le met? Qui est le monde est-il encore vivable ou pas? Et comment réparer? Salut Alexandre Geffen, comment faire que le monde puisse malgré tout être vivable? Ou bien, quelle est notre responsabilité, là justement, de témoin à charge sur le fait que nous-mêmes avons créé pour la première fois la communauté des hommes, que ce monde porte atteinte au fait d'être vivable. Ça veut dire que il faut aussi passer par nous là c'est pas ce qu'on va faire, mais on pourra y revenir dans d'autres exercices sur l'information. Il y a des chiffres. Les chiffres, ça rend pas très bien dans les livres. Oui, mais peut-être que quand même on va le faire. Il y a des listes. Par exemple, cette histoire de balai avec la poussière d'arsenic, eh bien, il y a des noms. Alors ça va faire une sorte... là, on raconte l'histoire. Et puis on jouait sur le tas d'arsenic à la cité quand on était gosse. On faisait de la luge. C'est Madame Entraille, la voisine des Arcaoui, qui le dit. Elle est arrivée pour donner quelques poissons de la pêche de son mari. Et il y avait quoi dans la rivière? Elle va parler aussi de la couleur de la rivière. Et qu'est-ce qu'elle balaye chez elle lorsque ses petits-enfants arrivent? Ça lui est resté de la cité, ça. Elle balaye toutes. Et puis, là, il y a les noms. Madame Entraille balaye, Madame Puig balaye, Madame Ollier balaye, Madame Braille balaye, Madame... Et si je prends les noms, Braille, Samoilenko, Arcaoui, Pérez, Novak, Pétésic, Madame Dubry, Madame Auger, Madame Guégan, Madame Willem, Madame Labattu, Madame Montané, Douméa, Gladaveza, et tout d'un coup, là, est-ce que ce sont les victimes? On n'a pas besoin de le dire. C'est tout d'un coup cette présence humaine mise en cause par la pollution. Et c'est là où ce livre devient totalement vivant. Alors, ordi, on va y voir quelques minutes. Mais je voulais d'abord vous donner cette consigne. D'abord, c'est suite de fragments. On va aller se balader dans... Forcément, pour vous-même, il y a ce lieu qui, pour vous, est celui du témoin à charge. Il n'y a presque rien à voir, mais c'est ça qu'on va aller voir. Alors le livre de Claire Dutray, Voix de la Terre, repenser notre relation au vivant, c'est le titre de la collection chez Actes Sud. Et rien que ça, ça fait du bien. Cette vision subtile du lien essentiel qui relie profondément l'humain à la communauté des vivants. Voix de la Terre est une collection de récits de savoir-être, de savoir-vivre, et voilà. Une fois que ceci est proclamé, moi je voudrais vous montrer la table des matières de Claire Dutray. Alors c'est un livre qui doit faire 230 pages à peu près. Énigme, l'exposition. Ensuite, une fois cette exposition et cette intention faite, c'est-à-dire que l'intention, pour qu'il y ait enquête, on explique l'intention. Et nous, ensuite, on va se battre avec elle pour rejoindre l'intention. Et cette question-là aussi, pourquoi elle est peut-être plus importante maintenant? Justement parce qu'on est dans ce terrain encore neuf et non exploré. Représenter une catastrophe, à quoi on s'expose, accumuler, impasse, vertige. Les 50 premières pages là. Moi, ma proposition, je voudrais qu'elle s'appuie ici sur saisir, le verbe saisir. Alors elle, saisir ce qui reste de la modernité, oui mais regardez, observer, décrire, écouter. Et là, on n'est plus dans l'intention, on n'est plus dans cette première question, on n'est plus dans la confrontation, représenter une catastrophe, point d'interrogation, on est dans faire l'expérience de. Et faire l'expérience
avec sa propre responsabilité d'enquêteuse. Et c'est ça qu'on va aller voir. Moi, c'est uniquement là sur ce saisir, observer, décrire, écouter, puis ensuite, choses qui ne passent pas, etc. Ne tenir qu'à se disputer, là encore, avec soi, avec science au pluriel, avec prière au pluriel, avec forces et lois pluriel, à coups de failles pluriel. C'est peut-être ça aussi qui serait la bascule. Et ça, je pense que Mathieu Duperex et Claire Dutray le partagent profondément depuis le début de Urbain, trop urbain. On n'avance pas avec des certitudes, on n'avance pas avec des démonstrations. Non, on questionne et on questionne à partir de soi-même. C'est pour ça que fier d'être leur ami. Point à la ligne. Et maintenant, donc, on y va. Mais oui, là, comment on peut glisser à une phrase qui n'est pas du registre des sciences humaines. Un revers du monde, des vallons escamotés, une vallée déniée, des oliviers, des vignes, des sangliers, un totem, du désordre dans les saisons, de l'arsenic, la lourdeur des métaux dans les corps, dans l'eau, le vent, les sols, virgule, ma mère. Ce n'est pas facile de parler des pollutions, je cherche à me saisir d'une catastrophe qui ne dit pas son nom. C'est à nous-mêmes de la prouver. Il existe aujourd'hui des matières infâmes qui empêchent de faire monde au lieu même où on vit. Qu'est-ce que faire monde? Et toutes ces questions qui commencent à nous mettre en trouble, comme elle dit. Tu sais bien que nous en sommes là, dans le monde d'aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une civilisation a mis en œuvre les conditions pour rendre le monde ni vivable, ni agréable, ni les dieux, ni la nature, pour cette fois, les humains, des humains, ma civilisation. Je savais que ce serait difficile, je ne savais pas que ce serait si difficile. Pour ça aussi qu'on y va ensemble là. Se raccrocher aux phrases, à des paragraphes, à ma langue maternelle. Tu vois, ça ne va pas être facile de se saisir d'une catastrophe avec des phrases et des paragraphes. Voilà l'enjeu de ce cycle écopoétique. Comment parler d'une catastrophe qui ne dit pas son nom? Énigme. Elle revient sur ce premier énoncé. Comment raconter une catastrophe qui ne dit pas son nom? Comment la raconter sans dénier la puissance de vie de ceux qui la vivent? Double énigme, intriqué dans les énigmes démultipliées, vertige des énigmes, le sol se dérobe à mes pieds. Je crois entendre les galeries évidées sous nos pas qui nous ramènent vers l'amandier du bord de la route. Et nous, de quoi on va s'occuper? Uniquement de l'amandier. Représenter une catastrophe, à quoi on s'expose? Je vais glisser dans le livre jusqu'à ce chapitre observé. Bruno Latour en épigraphe, observé. Donc, on a suivi dans le premier passage une équipée en voiture avec personne dont elle donne le nom. Ils sont 4 et il est question d'une exposition qui va se tenir à Toulouse ou Marseille. Je ne sais plus. En tout cas, il y a cette première exploration. Il y a ces frontières qui s'ouvrent avec les souvenirs d'enfance, avec le cancer de la mère. Et elle décide de reprendre le trajet elle-même. Et le reprendre d'elle-même, oui, mais il y a quoi à voir? Je reviens pour saisir ce que nous avons manqué. Oui, puisqu'en voiture, on démontrait. C'est dimanche, des chasseurs sont postés pour une battue au sanglier. Cette fois, je passe les barrières par-dessous. Je le fais en roulant sur le côté, sans poser mes mains au sol. Je me demande ce que charrient mes semelles, d'où vient la terre importée ici pour recouvrir la plage de déchets. Si les déchets percolent par-dessus, aussi je regarde la colline plate. C'est-à-dire, oui, elle entre dans ce terrain où normalement on n'a pas le droit d'entrer. Qu'est-ce qu'on voit? Au nord, en bas, côté nord, le détail, les oiseaux, ça compte. Elle vient là pour parler des oiseaux ou parler de l'arsenic. Eh bien, peut-être que si on parle de l'oiseau, on trouvera
l'arsenic. Et c'est ça qui est important. Sur la route, la roche est creusée par un tunnel, trace du passage d'un train, mais rien n'indique le reste de la voie, ni en amont ni en aval. Les façades rocheuses se rapprochent, grises avec chêne vert accrochés. Sur le plateau, lumière, vignes et pins et des panneaux solaires. Et si j'avance là dans ce observer, tu vois là le problème avec les mots, le ciel, les gouffres, le gouffre et moi. Faire le tour de la béance de la mine à ciel ouvert, une traînée de pâtes vertes à fleurs sur le chemin, je ne la lis pas, etc. Ce jour-là, je n'ai rien vu de ce qu'il y a sous terre, et encore moins des activités des humains du XXe siècle avec la terre. Ce jour-là, il n'y avait que le ciel et le gouffre et moi. C'est-à-dire que le témoignage va inclure le fait même qu'on vient et qu'on ne voit rien. Moi, c'est ça que je vous propose. Le lieu, c'est vous qui allez en témoigner. Si on est 30 à écrire, on va avoir 30 de ces lieux. Probablement pas des lieux avec la même gravité que la mine d'or fermée en 2004 et l'empoisonnement en arsenic qui continue depuis 20 ans et fait toujours ses dégâts criminels. Non, mais si petit que soit l'exemple dont vous voulez témoigner, je pense à un très beau coin de montagne que j'aime bien, puis à un moment donné, tu as une décharge, et puis ça fait 20 ans qu'elle est là, la décharge, personne n'y ajoute plus, mais c'est tout petit, mais ça sera multiplié par autant qu'on aura, nous, ici, de contributions. Autant d'exemples, autant d'enquêtes, mais c'est pas l'enquête qu'on mène, c'est uniquement, elle, à un moment donné, voilà, d'écrire. À ce moment-là de ma vie, etc., la mine, etc., je prends des notes et ça parle des camions. Et bien ça suffit, et c'est ça qui nous fait exister, quoi, le crime, autant que le reste. Voilà un des passages que j'ai mis dans le petit extrait. Je me gare à l'entrée de la mine à ciel ouvert. Vous voyez comme c'est petit? Tu poses ta voiture, tu fermes le contact, tu claques la portière, pas proche du portail, bien avant les 3 maisons qui témoignent qu'une cité s'étalait ici. Un rideau bouge derrière une fenêtre. Je bifurque vers les fourrés, trouve un passage bricolé par 2 palettes jetées de part et d'autre du grillage. Je le franchis. Les herbes sont hautes et sèches. Je me courbe un peu en guettant les fenêtres des anciens corons. Je ne me fais aucune illusion sur le fait d'avoir été repéré. Je préfère rester furtive parce que je ne saurais pas quoi répondre à quelqu'un qui me demanderait ce que je viens chercher ici. Voilà, c'est ça ma proposition. Claire Dutray témoigne de cette mine d'or qui était la plus grande de France et qui a été exploitée jusqu'en 2004. Et les terrils d'arsenic qui continuent de polluer et d'assassiner. Elle nous livre ce travail, et elle livre ce travail comme un témoignage, comme une enquête, mais justement, on chemine avec elle, on n'est pas confronté à « voilà un livre sur la mine et l'arsenic ». Non, on cherche à partir des failles, à partir de ce qu'il y a en soi-même. Et ce qui nous attache et ce qui fait le corps du livre, comme dans Les Voyages incertains de Mathieu Duperex, c'est justement ça, presque rien. Je me gare. Il y a un grillage, ouais, mais il y a 2 palettes mises de chaque côté, c'est bien, je peux escalader et passer. Ou alors la barrière, et puis si je me mets par terre sans la toucher, ben je vais passer dessous. Et c'est juste ça. Et voilà, pas plus, mais la difficulté, c'est qu'on est en terrain inconnu. Et là où Claire Dutray nous aide, c'est se dire, vas-y, un petit fragment, mets ta main, c'est comme un mur d'escalade. Non, je fais pas ça, moi. Un autre fragment, ça t'entraîne à écrire un autre fragment, eh bien, mets ta main là, et t'appuies tes crochets, et tu vas te déplacer. Et là, tu pourras accrocher un autre fragment, et un autre fragment. Et c'est comme ça que ça s'invente. Quoi, la littérature? Peut-être qu'on soit encore digne de ce monde qui s'abîme. C'est pour ça que je le remercie, Claire Dutray, de ce livre.